Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Action Écologie. Alors aujourd'hui, on a un invité de marque, c'est Christian Lévesque, qui est un chercheur et qui a beaucoup travaillé sur la biodiversité, qui a écrit de nombreux livres. Et bonjour Christian déjà, excuse-moi. Bonjour Bertrand. Donc on se tutoie puisqu'on se connaît, tu es chercheur honoraire à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et puis spécialiste de l'écologie des milieux aquatiques continentaux et président honoraire de l'Académie d'agriculture de France. Et puis donc, tu as écrit de nombreux livres, et le dernier nouveau de nous voir aujourd'hui, c'est celui-ci qui s'appelle Érosion de la biodiversité, enjeux et débats. Donc, ça a été édité, alors je ne sais pas comment on prononce, ISTE Édition. ISTE Édition. Alors, pourquoi on s'intéresse particulièrement à Action Écologie et à la biodiversité? C'est parce que c'est un des deux thèmes qui nourrissent le catastrophisme. Or, on est, à Action Écologie, anti-catastrophiste. On pense qu'il faut développer une écologie qui ne ressasse pas la fin du monde sans arrêt. Et comme c'est le deuxième sujet après le changement climatique qui vient en force en fait pour nourrir le catastrophisme, il nous semble bien d'essayer de comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Et donc, à mon avis, ton livre tombe à point nommé. C'est un livre passionnant que j'ai lu. Alors évidemment, c'est un de mes sujets de prédilection, donc j'ai aimé le lire pour cette raison, mais aussi parce que tu discutes en fait de chaque sujet sur la biodiversité en les prenant les uns après les autres, je dirais. Et à chaque fois, en essayant d'avoir une pensée rationnelle et un peu dépassionnée sur tout ce qui se passe sur la biodiversité. Tu parles de la 6e extinction, de la notion d'espèce, des problèmes liés au changement climatique. Tu fais des focus parfois sur les oiseaux et les insectes, on va voir. Et puis, tu parles beaucoup des militants et des scientifiques. Et donc, on va passer ces choses-là en revue. Alors, on ne pourra pas parler de tout, évidemment. Donc, on va faire une petite sélection de sujets que je voudrais aborder avec toi. D'abord, je voudrais qu'on parle un peu de ce qu'on appelle la 6e extinction. Alors, c'est une notion qui a été inventée par très certainement des scientifiques ou des militants, tu vas nous dire. Mais en tout cas, on parle d'une 6e extinction et à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut mettre en perspective parce qu'à mon avis, on n'en est pas là, comme tu le dis dans le livre. Donc, est-ce que tu peux rappeler peut-être en 2 mots qu'est-ce que cette notion de 6e extinction et comment on peut être critique par rapport à ce qui est annoncé comme une vérité scientifique finalement? Alors, la première chose à dire, c'est que cette 6e extinction, elle a été calculée, si on peut dire, à partir de sédiments marins qui avaient enregistré un certain nombre de registres fossiles et que, bon, ça fait partie des choses qui sont tout à fait discutables parce que les extinctions, il y en a eu plusieurs et on en a sélectionné 5 en fonction de l'importance, en tout cas, des disparitions d'espèces qui ont pu être enregistrées. Alors tout ça, c'est très subjectif d'une certaine manière, parce qu'on sait très bien que les sédiments n'enregistrent qu'une partie de la diversité biologique. Donc on ne peut pas assurer que c'est tout à fait vrai. Il y a des présomptions, mais ça n'est pas une assurance. D'autre part, il y a eu beaucoup d'autres extinctions qui n'ont pas été forcément aussi importantes d'après les enregistrements, mais on n'en sait trop rien. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est que ces extinctions marines ne reflètent pas forcément les extinctions terrestres. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus parce que il peut y avoir des concordances, mais quand on pense aux cycles de glaciation, réchauffement qui ont eu lieu sur l'Europe, le nord de l'Amérique et le nord du continent asiatique au cours des 2 millions d'années, des 2 derniers millions d'années, on voit bien que tous les 100 000 ans, il y a eu un effet d'essuie-glace, c'est-à-dire que la calotte glaciaire s'est avancée beaucoup plus au sud, le permafrost également, et on a eu à ces époques-là, des disparitions massives d'espèces dans le nord de l'Europe, le nord de l'Amérique et le nord du continent asiatique. Il faut être très clair là-dessus. Le climat a toujours joué un rôle majeur
dans les modifications de la diversité biologique continentale et marine. Mais en la circonstance, on a là des éléments qui permettent de dire que quand on entend dire qu'on n'a jamais connu c'est une érosion sans précédent que l'on connaît aujourd'hui, ou bien les gens sont mal informés, ou ce sont des fabulateurs. Là, on a parlé de la 6e extinction, quelque chose de global, qui est un slogan un peu facile, bien critiqué sur les scientifiques. Tu le dis dans ton livre, il y a une espèce de débat là-dessus. Il y a beaucoup de scientifiques qui ne sont pas du tout sur cette ligne-là, qui disent qu'on n'est pas dans ce phénomène du tout. Mais on peut parler plus précisément, si tu veux bien, de zoomer un peu sur la France ou sur l'Europe, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire de la disparition des espèces ou de l'extinction des espèces sous nos latitudes ? Alors, d'abord, il y a une grande ambiguïté dans l'utilisation du terme disparition disparue. Oui, il faut faire bien la distinction entre des espèces qui sont éteintes, c'est-à-dire qui ont complètement disparu de la surface de la Terre, et des espèces qui ont disparu localement parce qu'elles se sont déplacées simplement vers d'autres régions. Et je crois que c'est la grande ambiguïté qu'utilisent les ONG et les mouvements militants en parlant d'érosion de la biodiversité. Oui, parce que par exemple, je te coupe, excuse-moi, c'est qu'une espèce peut disparaître de France, par exemple, mais elle peut être toujours très abondante en Allemagne, je dis n'importe quoi. Ça, c'est une vidéo qu'on a fait avec Nidalissa, là, un ornithologue, sur ces notions de liste rouge, etc. Et donc là, ce n'est pas forcément significatif. Absolument, il peut y avoir des espèces présentes dans certains endroits et pas dans d'autres. J'ai un exemple concret, c'est par exemple un petit poisson qui vit sur les côtes de l'Espagne et qui est utilisé et qui a été observé épisodiquement en France. Elle apparaît dans le site du Muséum sur les espèces disparues comme une espèce qui a disparu de France. Oui, voilà. C'est une espèce qui a fait une petite excursion, disons, et puis qui a été observée en France, qui a disparu, et donc on la considère comme disparue. Mais voilà, ça n'a pas de signification sur l'état de l'environnement ou l'état des espèces en général. Ça n'a aucune signification. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est le problème de la géographie, disons. Mais si on veut parler quand même des espèces disparues, parce qu'il y en a eu, même en France ou en Europe, mais finalement, il y en a très, très peu. Oui, les espèces disparues en Europe sont relativement, si on se réfère en tout cas à celles que l'on est capable d'évaluer comme disparues, c'est-à-dire un certain nombre de vertébrés. Il y en a très peu. Il y en a très peu depuis en tout cas Je crois que tu cites le grand pingouin. Voilà, et le roc. Le roc. Bon, c'est des espèces qui sont disparues du fait de l'homme, soyons clairs. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont existé en Europe et en France en particulier, et qui ne sont plus sur le continent ou ne sont plus sur la France parce qu'elles ont migré ou parce que les conditions climatiques ont complètement changé. Il y a eu une époque où il y avait des tigres à dents de sabre, où il y avait des hyènes, où il y avait des mammouths, etc. Ça, c'est lié au changement climatique et non pas à l'action de l'homme. On est bien d'accord. Oui. Voilà. Donc, la disparition due aux hommes est extrêmement limitée en Europe. Ce qu'on a pu calculer, des collègues ont pu calculer qu'en fait, il y a eu des remplacements d'espèces. Là aussi, il faut être très clair. On ne va pas vers un désert. Il y a des espèces qui ne sont plus sur le continent ou ne sont plus sur le pays, mais qui sont remplacées par d'autres espèces qui sont adaptées aux nouvelles conditions écologiques du moment. Et je crois que là, il y a vraiment des sources de confusion parce qu'on donne l'impression parfois qu'avec l'érosion de la biodiversité, on va vers un désert biologique, ce qui est totalement faux. Il y a des remplacements d'espèces la plupart du temps et il n'y a pas d'érosion de la richesse en espèces au niveau local. La richesse en espèces, c'est le nombre d'espèces au niveau local. Des travaux scientifiques l'ont démontré clairement. Oui, en plus, tu cites par exemple le cas, je crois que c'est de la Nouvelle-Zélande, où en fait, il y a eu effectivement, avec l'arrivée des hommes, disons, des disparitions de certaines espèces, mais aussi l'apparition d'autres espèces. Et si on fait le compte à la fin, eh bien, on arrive à un effet positif, en fait, même de l'arrivée de l'homme, puisque ce sont des espèces introduites qui ont fait que la richesse biologique a augmenté. Alors, il y a aussi une autre source de confusion, c'est qu'on mélange, on parlait d'espèces biologiques ou typologiques, mais il y a aussi des espèces dites endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont présentes que dans une seule région, et des espèces à vaste répartition.
Alors, entre les deux, il y a évidemment des gradients. Hein, c'est pas aussi simple que ça, mais ce qui est clair aussi, ce qu'on a pu démontrer dans les disparitions d'espèces de vertébrés terrestres, c'est que l'essentiel des disparitions observées depuis quelques centaines d'années est lié aux espèces insulaires. 95% des espèces disparues de vertébrés à oiseaux, mammifères, sont des espèces insulaires et notamment des espèces de l'Indo-Pacifique. C'est là où il y a eu les plus grandes disparitions d'espèces dues à l'arrivée des hommes. Ça, c'est tout à fait clair. À l'arrivée des hommes et des chats, des rats, des animaux de ce qui accompagne les hommes. Oui. Hein. Donc, mais sur le continent européen, on a très, très peu de disparitions d'espèces affichées dues aux hommes. Hein. Tout à fait. Donc, c'est quand même bien de savoir cette donnée essentielle qui est effectivement peut-être une érosion parfois des effectifs de certaines espèces, mais en tout cas, les espèces en tant que telles, il y en a très, très peu qui ont disparu, surtout sur notre continent. Et c'est essentiellement, donc, pour rappeler un phénomène qui concerne les îles, parce qu'en fait, c'est des espèces très, très fragiles du fait qu'ils soient sur une île, donc sur un tout petit territoire. Et en fait, je voudrais quand même aussi dire, tu vas me dire si tu es d'accord, mais les espèces qui sont sur les îles ressemblent énormément à évidemment des espèces, par exemple, qui sont sur le continent. C'est fascinant d'ailleurs la similarité de certaines espèces que seuls les spécialistes sont en capacité de reconnaître. D'ailleurs, c'est des espèces qui peuvent se reproduire entre elles. Donc, il faut aussi comprendre que la disparition d'une espèce n'est pas une catastrophe en soi. Je suis pour protéger les espèces parce que c'est notre patrimoine et parce que je suis un naturaliste, hein. Mais il n'y a pas de catastrophe en soi à avoir une espèce de disparu. Le grand pingouin a disparu, ça n'a pas déséquilibré, je ne sais quoi. On va reparler de cette notion d'équilibre tout à l'heure, hein, si tu veux bien. Mais... Donc, effectivement, il n'y a pas de catastrophe associée à ces disparitions. Il n'y a pas de catastrophe affichée à ces disparitions et les spécialistes, les paléontologues considèrent qu'il y a eu 99,9% des espèces qui ont existé sur Terre qui ont disparu. Oui. Et ça n'a pas empêché la Terre de fonctionner. Hein. Oui. Donc, on m'a parfois posé la question, est-ce que l'ours blanc, la disparition de l'ours blanc va affecter le fonctionnement de la biosphère? Clairement non. Clairement non. Hein. On est bien d'accord. Même si le panda disparaît demain, il ne se passera absolument rien sur la surface du globe. Bon, c'est comme ça. Ça sera une tristesse infinie parce que c'est un magnifique animal, mais au niveau des conséquences pour nous, je dirais, il n'y en aura pas. Alors, je voudrais quand même aussi, sur ces histoires de disparition, signaler ce que tu dis sur l'augmentation de la biodiversité, parce qu'il y a plein d'endroits où cette augmentation se produit. Et puis, de part exemple, simplement les espèces introduites. C'est-à-dire que l'homme introduit des espèces qui fait que c'est une augmentation de la richesse taxonomique. On prend simplement la France et l'Europe. Hein. Après les périodes glaciaires, il n'y avait plus grand-chose sur les régions qui avaient été couvertes par les glaces, c'est-à-dire le massif alpin, par exemple, était sous les glaces. Une grande partie de la France était en sol de permafrost et tout le nord de l'Europe était sous les glaces. Hein. Donc, on a d'ailleurs pu montrer en traçant les espèces végétales endémiques, que la plupart des endémiques, tous les endémiques en tout cas du nord de l'Europe ont disparu à cette époque. Il ne restait des endémiques que quelques dizaines, voire quelques centaines pour certains pays dans le sud de l'Europe. Le sud de l'Europe était moins perturbé que le nord de l'Europe. Donc voilà. Alors après, si on retrace un peu l'histoire de l'Europe, de la biodiversité en Europe, elle est très simple. Il y a eu une période de réchauffement. Des espèces ont petit à petit regagné, à partir du sud de l'Europe, les zones libérées par les glaces ou par le permafrost et ont entrepris une certaine reconquête à partir du sud des régions qui étaient devenues plus favorables. Mais il y a eu aussi, à partir de 7-8 000 ans, les premiers agriculteurs migrants qui sont arrivés avec leurs céréales. Et avec les céréales, ils ont introduit tout un tas d'espèces, y compris les espèces qu'on qualifie maintenant de mauvaises herbes, les adventices. Hein. Le coquelicot, le bleuet ont été introduits par les agriculteurs migrants, par exemple. Ce ne sont pas des espèces autochtones au sens large. Ils ont aussi introduit les rats. Hein. Voilà. Donc, et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'il y a eu des transferts d'espèces considérables pour améliorer soit les plantes médicinales, par exemple, pour améliorer la production agricole. Et beaucoup d'introductions ont été réalisées au cours des derniers siècles
Je rappelle que la plupart de nos plantes cultivées sont des plantes d'origine étrangère. Il y a très peu d'espèces autochtones qui sont cultivées à l'heure actuelle. Et avec ces plantes cultivées, on a introduit des parasites et tout ce qui va avec. Donc, si on fait le compte de toutes ces introductions et de la circulation à l'heure actuelle des produits de consommation et avec ces produits ou avec les échanges et les achats de plantes à l'étranger, on s'aperçoit qu'il y a eu une augmentation considérable de la diversité biologique en Europe depuis les périodes glaciaires. Et cette augmentation, elle est due en grande partie aux hommes. Elle n'est pas due qu'aux hommes. Il y a eu aussi des espèces qui se sont spontanément déplacées parce que les espèces ne sont pas assignées à résidence, comme je dis souvent. Elles se baladent. Il y a un célèbre jardinier qui nous a parlé des loges des vagabondes. Et voilà, donc la biodiversité, c'est dynamique et elle ne peut pas rester statique, ça n'existe pas. Ça, c'est un mythe de l'écologie. Absolument. D'ailleurs, c'est un des problèmes peut-être qu'on va répéter souvent ici, c'est qu'en fait, il y a une vision aujourd'hui extrêmement statique du monde de la biodiversité, disons, alors que c'est tout le contraire. C'est un système en permanente évolution et c'est un système dynamique, en fait. Les espèces se déplacent, des espèces vont être moins nombreuses à un endroit, plus nombreuses à un autre, etc. Ou alors, dans le temps aussi, vont être très rares et puis devenir très abondantes, etc. C'est un système complètement dynamique et finalement, on a toujours l'impression qu'on veut protéger un instantané, alors que tout ça est impossible, quoi. Sur les... Oui. Oui, mais c'est tout le problème à l'heure actuelle de la conservation de Voilà, la nature et de la biodiversité. On va en reparler un peu après. Un autre mot sur justement l'enrichissement des espèces. Tu parles quand même, et c'est très intéressant parce qu'on voit rarement les histoires de spéciation. Donc il y a des espèces qui peuvent disparaître éventuellement, il y a eu quand même très peu. Mais ça arrive, mais l'inverse existe aussi, c'est-à-dire qu'il y a une apparition de nouvelles espèces. Alors, tu donnes deux exemples, je voudrais qui m'ont marqué, disons. C'est l'histoire du moustique à Londres. Et puis, alors, je crois que c'est une épinoche ou un petit poisson, je crois que c'est en Afrique, où tu donnes ces deux exemples-là pour voir l'apparition finalement de deux espèces, ou en tout cas un mouvement vers une spéciation. Ce qu'on appelle la spéciation, c'est l'apparition d'une espèce finalement par isolement, par exemple, géographique. Oui, alors mon raisonnement, c'est que quand on veut faire un peu le bilan, en tout cas de la dynamique de la diversité biologique, il faut prendre ce qui est positif et ce qui est négatif. Voilà, alors, tu dis le crédit, excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a une expression que j'aime bien, tu dis, alors je crois que je vais le citer là, la dette d'extinction. Voilà, on parle de dette d'extinction, il y a aussi, à n'en pas douter, un crédit de spéciation. Voilà. Donc il y a une dette et un crédit aussi. Parlons aussi du crédit. Oui, parce que les mouvements militants parlent toujours de la disparition potentielle, en tout cas souvent potentielle. C'est ce que j'appelle la dette. Et ne parlent jamais, ou très rarement en tout cas, du fait que la spéciation est toujours en cours. Et pendant longtemps, on a botté en touche en disant qu'il fallait longtemps pour faire de nouvelles espèces, etc. Ce qui est certainement vrai pour des mammifères ou des vertébrés. Il faut quand même un certain nombre d'années, voire de centaines ou de millénaires. Oui. Mais on s'aperçoit également qu'à l'heure actuelle, quand on fait des analyses génétiques de populations de poissons, par exemple, dans des rivières, les analyses montrent que ces populations présentent des différences génétiques qui sont la preuve, d'une certaine manière, de la spéciation, c'est-à-dire de l'adaptation des espèces à de nouvelles conditions de milieu. Ça, c'est tout à fait évident à l'heure actuelle. Alors les moustiques, excuse-moi, je te coupe. Le moustique, si tu peux nous dire un mot sur le moustique et l'épinoche, je crois, ou le petit poisson. Oui, alors le moustique du métro de Londres, c'est une espèce de moustique qui a été piégée, je dirais, dans le métro lors de la construction du métro, qui n'avait plus de rapport, en tout cas en principe, avec les populations extérieures, et qui s'est développée de manière différente et qui a évolué, de telle sorte qu'à l'heure actuelle, les populations du métro de Londres sont différentes de celles de surface, c'est-à-dire qu'a priori, elles ne se reproduisent plus entre elles. Donc, il y a eu en moins d'un siècle, en un siècle à peu près, apparition de nouvelles espèces d'insectes, d'une certaine manière.
les épinoches, c'est un phénomène assez intéressant parce qu'on a importé beaucoup de poissons d'Amérique du Nord pour les implanter dans nos cours d'eau et dans nos lacs. Les pêcheurs ont fait fort, en tout cas en matière d'introduction d'espèces. Oui. Un tiers des espèces de poissons dans nos rivières sont des espèces introduites de l'étranger. Donc, on peut ainsi comparer au bout d'un certain temps, au bout de quelques dizaines d'années, l'évolution des populations introduites dans nos lacs, nos cours d'eau, avec celle des populations d'origine. Et on s'aperçoit qu'effectivement, chez les pinoches en particulier, l'espèce a commencé à diverger et que les populations d'épinoches introduites en Europe maintenant sont assez différentes de celles des populations d'origine et qu'on est dans une aventure de spéciation, de l'apparition de nouvelles espèces. Et en réalité, tout ça, à l'heure actuelle, on commence à avoir un certain nombre de travaux qui montrent que la spéciation est beaucoup plus rapide qu'on ne le disait autrefois. Autrefois, c'était un moyen d'évacuer le problème. Il y a érosion, mais alors la spéciation, ça dure, il faut beaucoup de temps pour faire de la spéciation. Mais ce n'est pas vrai. Ça peut être rapide aussi. Oui, et tu parlais aussi d'un autre, alors c'est peut-être pas les pinoches, mais je crois que c'était en Afrique sur un lac, ou alors, je ne sais plus si c'était une introduction, mais où il y a une population qui vivait sur les bords, c'est ça, non? Et qui a eu une évolution un peu différente. Ça te dit rien, cet exemple-là? C'est des cyclidés sur le lac Victoria, probablement. Ah, voilà, ça doit être ça. Oui. En quelques milliers d'années, on a vu que des populations qui avaient été isolées dans des lacs en bordure du lac Victoria avaient évolué et avaient donné de nouvelles espèces. Mais chez les poissons, on trouve un certain nombre de groupes qui évoluent très, très vite. Les fameux kilis, les petits aphiosémions, les petits killifish qui adorent les aquariologistes, ça évolue vite, très vite. Simplement, l'évolution se fait là, surtout par des remaniements chromosomiques. Oui. Et ça, donc la nature fait, la nature défait. D'une certaine manière, l'arrivée de l'homme, et là je voudrais qu'on aborde un nouveau chapitre, c'est que on parle beaucoup, et ça c'est très important qu'on insiste là-dessus, et je voudrais avoir tes lumières. On insiste beaucoup sur cette notion d'équilibre et son parallèle qui est le déséquilibre ou le dysfonctionnement des écosystèmes et tout ce qui est lié aussi aux perturbations, aux catastrophes. Et en quoi, encore une fois, il faut remettre ça dans son... Il faut avoir une vision d'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette notion d'équilibre, finalement, qui n'est pas une notion scientifique, en fait? Il n'y a pas d'équilibre dans la nature. Cette notion d'équilibre, elle est liée aux origines de l'écologie. L'écologie des origines considérait que la nature était fixe, était régulée, en tout cas qu'il y avait des lois de régulation de la nature, et les premiers travaux des écologues, ça a été d'essayer de mettre en évidence les lois qui permettaient à la nature de rester en l'état où elle était. Je crois qu'on a utilisé notamment les relations trophiques pour dire que les prédateurs régulaient les proies de manière à maintenir cette nature en équilibre. Bon, c'est évident que la question des temporalités n'était pas abordée dans cette démarche. La temporalité, ça veut dire qu'avec le temps, les choses se modifient, les conditions écologiques se modifient, et donc la nature change forcément. Ça, c'est le principe de base même de la diversité biologique. C'est que sous l'effet des contraintes écologiques, les populations évoluent et se modifient et éventuellement change de milieu. Donc la notion d'équilibre est un mythe complètement, je veux dire, toxique. J'ai souvent dit toxique parce que ça donne l'impression qu'on peut maintenir la nature en l'état, ce qui est faux, complètement faux. La nature est en perpétuelle évolution, en perpétuelle dynamique, comme tu l'as dit tout à l'heure, et on ne peut pas maintenir simplement en décidant que l'on va mettre la nature sous cloche, elle va évoluer de toute façon. Elle ne va pas se maintenir dans l'état où elle était. Alors derrière l'équilibre, il y avait d'autres aspects qui étaient, je dirais, intéressants pour un certain nombre de gestionnaires. C'est de considérer que si c'est en équilibre, on a des systèmes déterministes. C'est-à-dire qu'on peut, à la limite, prévoir et gérer ces systèmes en équilibre. Quand on dit maintenant, dans la plupart des travaux de scientifiques
qui connaissent un peu la question, que le hasard joue un rôle important dans l'évolution de la biodiversité, hein, et qu'il n'y a pas de loi déterministe dans cette évolution, ça change tout. Hein, ça change tout parce qu'on n'est plus capable de faire de la prospective. On n'est plus capable de dire la nature va évoluer de telle ou telle façon. Hein, on sait que ça va changer. Maintenant, être précis sur la manière dont ça va changer, c'est un peu je dirais de la boule de cristal. C'est Oui. Donc, il n'y a pas d'équilibre dans la nature. Alors moi, j'ai un mot, tu vas me dire si tu es d'accord. J'aime bien parler d'ordre, en fait. Il y a une espèce d'ordre ou d'ordonnancement. C'est-à-dire que la nature s'organise un peu de manière spontanément, mais ces ordonnancements changent en façon perpétuelle. Oui, si tu veux, c'est un peu, je reprends la notion de concept d'écosystème. Le concept d'écosystème, au départ, c'était de dire, dans un écosystème, c'est-à-dire un ensemble, hein, écologique où il y a des habitats et des espèces, l'écosystème est en équilibre par les interactions entre les espèces. Hein, et on a développé les notions de niche des espèces. Et voilà. Et ça a été à l'origine d'une vision que j'appelle déterministe des écosystèmes, qu'on a pu comparer à la machine ou à une horloge en disant toutes les pièces de l'écosystème sont indispensables à son bon fonctionnement. Voilà, c'était la notion de base. Moi, pratiquement, quand j'ai commencé à faire de l'écologie, hein, dans les années 70, c'était sous l'influence de l'école américaine des frères Odum. Donc, on avait cette vision, l'écosystème, c'est un système fermé, hein, qui fonctionne comme une machine. Et quand on bouge un élément du système, le système va dysfonctionner. Hein. C'est de là que viennent ces idées de dégradation, dysfonctionnement, etc. On n'avait pas cette vision. Je dis maintenant, un système écologique, un écosystème, c'est comme un hub, hein, en matière aéronautique, c'est-à-dire il y a des avions qui passent, qui s'en vont, qui reviennent, etc. Un écosystème, il y a des espèces qui arrivent, qui restent plus ou moins longtemps, qui s'en vont, d'autres qui arrivent, d'autres qui sont plus ou moins pérennes, mais tout ça, c'est complètement dynamique. Et c'est bien comme ça. Et c'est comme ça qu'est constituée la nature. Heureusement, comme ça. Alors justement, puisque tu parles de ça c'est le deuxième côté, s'il n'y a pas d'équilibre ou de déséquilibre. Alors, je me permettrais par exemple de dire, on dit souvent, par exemple, à propos des vautours qu'on a réintroduits, on les réintroduit parce qu'ils ont un rôle dans la chaîne alimentaire, dans la nature. Les animaux n'ont pas de rôle dans la nature, finalement. Ils sont là et puis ils se contentent de vivre. Mais si vous enlevez le vautour aujourd'hui qui a été réintroduit en France, il ne se passera rien dans la nature. Je veux dire, les charognes vont pourrir, ils vont se faire manger par des renards, par des micro-mammifères, par des insectes, etc. Et puis tout va disparaître, même s'il n'y a pas de vautour. Donc, il ne se passera rien de mal si demain le vautour disparaît, ce qu'on ne souhaite pas évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est derrière le catastrophisme, il y a si une espèce disparaît, non, la nature évolue, les animaux n'ont pas de rôle dans la nature particulier. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait d'accord, c'est ce que je lui disais tout à l'heure quand je disais qu'il n'y a pas on ne va pas vers un désert biologique, il y a des espèces qui se remplacent. Hein, si les vautours disparaissent, il y a d'autres espèces qui prendront ce rôle de charognard, hein, d'une certaine manière. Donc, on va les insectes. D'autres espèces, mais ça n'est pas pour ça qu'on va vers un désert biologique. Et donc, derrière aussi cette notion d'équilibre, il y a ce qu'on appelle les perturbations ou les catastrophes. On va parler un peu des catastrophes parce qu'on en voit en ce moment avec des feux de forêt. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est cette capacité incroyable qu'a la nature, finalement, à reconquérir un espace dans lequel il y a eu une catastrophe. Et des catastrophes qui sont liées soit à la nature elle-même, je ne sais pas, des tremblements de terre, des avalanches, etc., des feux même, soit aux hommes. En fait, il n'y a pas de différence de nature entre une catastrophe provoquée par les hommes ou une catastrophe provoquée par la nature. La nature réagit toujours en repeuplant rapidement un certain nombre de zones qui ont été perturbées. On a eu l'exemple de l'Amoco Cadiz, hein, qui a été présenté comme une grande catastrophe écologique, etc. En fait, les études qui ont été menées sérieusement par les océanographes à l'époque, et Lucien Laubier a joué un rôle important dans ce domaine, c'est qu'au bout de quelques années,
la nature avait complètement recolonisé les zones qui avaient été impactées. Et même on a pu dire qu'elle était encore plus riche qu'avant. Hein, voilà, Ouais. Et donc, oui, oui, tout à fait. Tu cites les études à ce propos. Tu cites aussi l'exemple du Yellowstone, en fait, célèbre parc national américain dans lequel il y a eu des grands feux, ce qu'on a oublié ouais. aujourd'hui. Et Oui, les grands feux détruisent une partie de la forêt, ça c'est évident. Hein. On a eu un exemple récemment, enfin l'année dernière, avec la forêt des morts, hein, qui a tout à brûlé en fait. grande partie. Mais moi, qui viens régulièrement dans le Var, j'ai connu des grands feux il y a une vingtaine d'années, par exemple. Hein. Et depuis, on ne voit plus beaucoup la trace de ces grands feux sur les régions qui Voilà. avaient été Voilà. C'est cette capacité affectées. incroyable de la nature, on en reparlera après, à reconquérir en fait. Et donc, il faut arrêter aussi cette espèce de déprime qui nous prend. Évidemment, c'est déprimant sur le coup, parce que franchement, c'est moche. Bon, ça peut détruire aussi des maisons, etc. Donc là, il peut y avoir des drames humains. Il n'y a pas de drame en tant que tel pour la nature qui va très vite reconquérir les anciens territoires. Petite pause dans notre conversation pour vous demander à tous ceux qui regardent cette vidéo de bien vouloir eh bien, s'abonner à la chaîne d'abord d'Action Écologie parce qu'on fait des trucs très intéressants. On a fait une conférence avec Christian d'ailleurs il n'y a pas très longtemps qui est visible sur la chaîne. Et puis, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, liker, hein, parce que c'est important pour les référencements et de mettre des commentaires. On a besoin de vos commentaires. Alors, il faut quand même qu'on parle 5 minutes du changement climatique, si tu veux, et de la biodiversité. Alors, le changement climatique, dès qu'il se passe un truc dans le monde maintenant, c'est le changement climatique qui en est la cause. Hein. On l'a vu sur les épidémies. D'ailleurs, tu en parles à un moment donné. Enfin, n'importe quoi qui se passe sur le globe, c'est le changement climatique. Et sur l'érosion de la biodiversité, on a tendance à mettre aussi la raison sur le changement climatique. Moi, c'est un argument qui me hérisse un peu parce que je ne vois pas en quoi un réchauffement climatique peut détruire la biodiversité. Elle va sans doute la modifier, comme on a vu depuis le début, puisque c'est un système dynamique, mais en quoi il va y avoir un effondrement ou je ne sais pas quoi, dû à une augmentation des températures moyennes de la Terre. Ça, c'est assez fascinant. Et je crois que tu es d'accord puisque tu en parles dans le livre. Oui, alors bon, on va répéter de nouveau que la diversité biologique doit beaucoup au changement climatique. C'est parce qu'il y a eu des changements climatiques que les espèces ont été amenées à évoluer, à s'adapter, etc. C'est parce qu'il y a eu des changements climatiques qu'il y a eu qu'on peut appeler, selon nos critères, des catastrophes, en tout cas, des érosions massives de la biodiversité et par la suite, des restaurations de cette biodiversité. Si on fait le compte depuis les origines, en fait, on a beaucoup plus d'espèces présentes à l'heure actuelle qu'à l'origine. En tout cas, c'est d'après les travaux des paléontologues. Moi, je crois qu'il y a une raison, en tout cas, pour laquelle on met le changement climatique à toutes les sauces, je dirais avec les pesticides, parce qu'il ne faut pas oublier Oui, tout à fait. On euh, va en parler. les pesticides, c'est aussi quand même la tête de turc d'un certain nombre de mouvements militants. C'est parce que ce changement climatique serait attribué à l'homme. Je crois que Oui, c'est une des raisons de plus pour fustiger le rôle des humains sur Terre. Hein. C'est pour ne pas dire que quelque part, il faudrait le supprimer de la Terre pour que la Terre aille bien, quoi, en quelque sorte. Hein. oui. Parce que c'est quand même sous-jacent. Hein. Quand on fait des aires protégées des hommes, on est bien dans ce geste d'exclusion des hommes. Et Oui. on ne s'intéresse pas beaucoup au sort que l'on réserve à ceux que l'on exclut des aires protégées. Hein. Il faut quand même le dire aussi clairement. Tout à fait. Alors, ce qui est étonnant, là, je vais quand même citer une phrase de ton livre. On peut faire remarquer que si le GIEC parle de disparition de zones humides côtières, personne ne dit en revanche que de nouvelles zones humides côtières et de nouvelles mangroves vont se créer et s'installer. Parce qu'évidemment, c'est un argument incroyable, ça. C'est-à-dire on imagine que le niveau monte, il se trouve qu'il ne monte pas trop et pas plus vite qu'avant, en fait. Enfin, en tout cas, depuis un certain nombre de temps qu'on mesure avec les marégraphes. Mais si ça monte, alors évidemment, il y a des zones humides côtières qui vont disparaître, mais par la force des choses, d'autres zones humides vont apparaître un peu plus loin. Il y a une espèce de délire là, sur ce genre d'argument, effectivement, qui en devient comique. Oui, ça en devient comique si on pense en plus qu'il y a 10 ou 15 000 ans, le niveau de la mer était à moins 120 mètres en dessous du niveau actuel. Donc le niveau de la mer n'a cessé de monter pendant des milliers d'années, ce qui a été une catastrophe permanente selon les critères des écologistes. Hein. Ouais. Bon, en fait, les milieux se transforment, les milieux évoluent,
et les espèces qui existent dans ces milieux se modifient également. Bon, Oui. on peut épiloguer là-dessus, mais on est vraiment dans l'incohérence complète des raisonnements en matière d'écologie. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant deux sujets très intéressants parce qu'on n'arrête pas de les voir dans l'actualité. Et ces deux sujets concernent les insectes d'une part et d'autre part concernent les oiseaux. Alors, les insectes, on n'arrête pas d'en entendre parler, donc je voudrais revenir sur la partie dont tu parles d'ailleurs en disant, pour commencer, tu dis il y a donc une réalité indiscutable, mais comment l'interpréter? Alors là, tu parles des insectes. Hein, on va ouvrir le chapitre insectes. Alors d'abord, pour te dire que finalement, tu fais référence un peu à des observations personnelles, un ressenti personnel sur. Et souvent, les gens font ça en citant d'ailleurs tout le temps, tu sais, les insectes sur le pare-brise de la voiture. Il y en a moins qu'avant, etc. Moi, je suis né en 76 et je n'ai pas remarqué dans ma vie, si tu veux, véritablement une diminution des insectes dans mon laps de temps où j'ai vécu. Par contre, j'ai entendu mes parents ou des gens de leur génération, qui sont de la tienne, je pense, dire par exemple qu'ils voyaient beaucoup moins de hannetons qu'avant. Donc là, on peut dire que cette génération peut-être a vu quelque chose sur un certain nombre d'espèces. Moi, personnellement, dans ma vie, je te dis, je n'ai pas franchement vu quelque chose de très spectaculaire. Il y a quand même, comme tu dis, mais je le critique d'une certaine manière, il y a, c'est évident, une disparition des espèces, une diminution des insectes. Mais est-ce si évident que ça? Alors, on rentre dans un domaine assez complexe parce que les insectes, parler des insectes de manière générale, c'est toujours un peu compliqué, de même que parler des oiseaux de manière générale, c'est toujours un peu compliqué. Je pense que en faisant des amalgames, on perd de vue quand même un certain nombre de choses. Tu parles des hannetons. Moi, effectivement, dans ma jeunesse, il y avait beaucoup de hannetons. Il y avait aussi beaucoup de vers blancs. Mm-hmm. Les vers blancs, c'était la hantise des agriculteurs. Donc, on a réglé la question des vers blancs avec des pesticides, il n'y a aucun doute là-dessus, hein, et on a réduit très fortement les populations de hannetons. Le hanneton n'a pas disparu de France, hein, il y en a encore, mais il est sous contrôle, si on peut dire. Oui, alors pour préciser, le rapport entre le ver blanc et le hanneton, c'est que le ver blanc devient un hanneton. Évidemment, Voilà, c'est le ver blanc, enfin un certain nombre de vers blancs, c'est la larve du hanneton. On pourrait parler aussi des dorifores, on pourrait parler de tout un tas d'autres espèces de ce type. Deuxième point, dans ma jeunesse toujours, qui commence à être un peu lointaine, il y avait beaucoup de fermes, énormément de fermes, de petites fermes. Dans toutes les cours de ferme, il y avait des tas de fumier. Tout à fait. Alors, les tas de fumier étaient des biotopes tout à fait remarquables pour le développement des mouches. Et dans toutes les campagnes, on était envahi par les mouches. J'ai retrouvé ça de la même façon en Afrique, par exemple. On est envahi par les mouches quand on est près des villages, parce qu'il y a beaucoup de détritus, et parce que les mouches sont sur les détritus. Alors, il y avait aussi, chacun avait son tas de fumier ou son tas de détritus dans la cour, ce qui fait qu'il y avait énormément de mouches. Alors, depuis, on a réglé un peu cette question parce qu'on n'a pas... on a moins de fermes, d'abord, on a beaucoup moins de fermes. Les fumiers ne sont plus gérés de la même manière et l'hygiène a fait que quand on a des détritus, on les met dans les poubelles et les poubelles sont ramassées au lieu de pourrir sur les terrains. C'est l'hygiénisme qui a dû avoir un impact très important finalement. Voilà, alors l'hygiénisme, voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup moins de mouches, donc effectivement, beaucoup moins de nourriture pour les oiseaux, par exemple, si on revient, si on fait la jonction entre les insectes et les oiseaux. Alors je prends ces deux exemples, c'est pour dire que quelque part, il faut réfléchir individuellement à chacune de ces questions. Il y a des habitats qui ont disparu, il y a effectivement moins de diversité de plantes dans certaines régions à cause de l'agriculture. Et les insectes, on sait que beaucoup d'insectes ont besoin d'une plante haute pour se développer. Moi, je fais pousser des choux dans mon jardin pour avoir des papillons blancs. Il n'y a pas de choux, il n'y a pas de papillons blancs. La pierride, par exemple. Oui, la pierride, voilà. La pierride du chou, la pierride de la rave, etc. Voilà. Et si on supprime les orties, il y a d'autres espèces qui vont disparaître. On sait bien que les pollutions lumineuses aussi jouent un rôle considérable dans la disparition des insectes. Tout à fait. Donc tout ça, ça joue. Alors,
on est incapable en général de distinguer clairement ce qui est le facteur le plus déterminant ou pas. Et ça, on finit par trouver des boucs émissaires. On dit que ce sont les pesticides, ou on dit que c'est le changement climatique. Oui. Voilà. Alors, justement, si tu me permets, donc sur cette question, moi je pense effectivement qu'on peut faire l'hypothèse qu'il y a une diminution des populations d'insectes, c'est largement repris, simplement parce qu'il y a une simplification, on peut le dire comme ça, du paysage, notamment agricole français, avec tout ce que tu as décrit, et que ça a évidemment sans doute eu un impact sur ces populations, même si c'est très difficile, encore une fois, comme tu le dis, à évaluer. Mais justement, sur cette évaluation de la diminution des insectes, je pense qu'il y a un nombre très important d'hommes politiques, de gens qui ont des responsabilités dans des associations, etc., qui reprennent toujours le même chiffre, toujours, sans aucune nuance. 80% des populations d'insectes ont disparu. C'est très clair, je l'ai vu dans tous les bords politiques, balancer ce chiffre comme ça, avec une espèce de certitude incroyable. Et toi, ton livre, justement, tu rappelles d'où vient ce chiffre. Est-ce que tu peux Est-ce que tu nous parlais de ça un peu? Sur ce chiffre de 80, enfin toi tu cites 75%, mais c'était une étude en fait en Allemagne. Alors oui, c'est une étude en Allemagne parmi d'autres. Il y a eu d'autres études qui ne Oui, confirment pas ces chiffres. voilà. Là aussi, il y a un débat. Ce qui est assez extraordinaire dans ces questions qui attire beaucoup les médias, c'est que les papiers scientifiques qui ne vont pas dans le sens du catastrophisme ne sont pas cités. Oui, et donc on prend toujours en exemple cette étude qui a effectivement été qui est reprise par absolument tout le monde, alors qu'elle n'est pas la seule. Donc cette étude, c'est une étude qui a été faite en Allemagne par la Société entomologique de Krefeld et qui montre que 75% des insectes ont disparu. Alors je ne sais pas en combien de temps, en 30 ans. Sur un long terme. D'ailleurs, j'ai lu cette étude, il me semble d'ailleurs qu'il y a des biais méthodologiques d'ailleurs, qui ne sont pas discutés, je pense, dans l'étude, notamment, c'est qu'ils étudient des zones, alors je crois qu'il y en a très nombreuses, tout au long de ces 30 ans, mais ce n'est pas les mêmes zones au cours du temps, notamment, j'avais remarqué ça. Et donc ça me semble un biais méthodologique incroyable, c'est-à-dire qu'on étudie, mais on change de zone. Alors, évidemment, ça peut jouer, ce qui me dérange, ce n'est pas vraiment que ça existe, c'est que ce fait-là ne soit pas discuté dans l'article. Bref, mais tu cites d'autres articles, tu en cites une autre aussi, enfin d'autres études, tu en cites une de l'Institut de recherche de Rothamsted, au sud de l'Angleterre, qui a un avis, qui a une conclusion très différente sur une période de 30 ans également, où tu dis que la biomasse d'insectes a diminué sur un site, déclin de l'abondance des grands diptères, en particulier de Dilophous febrilis, est resté inchangé sur 2 autres sites et a augmenté dans un 4e. Donc une étude beaucoup plus mesurée, disons. Mais celle-ci n'est jamais citée, on cite toujours la première. Tu en cites une autre qui est de Sebold sur les arthropodes. Alors celle-là est de 2008 à 2015, où il y a une diminution de entre 67% et 78%. Alors d'abord, il faut noter que la plage 2008-2015 est très faible en fait. Et puis, tu parles d'un chercheur qui a critiqué cette étude, notamment en montrant que la première année avait une abondance d'insectes beaucoup plus importante que toutes les autres. Et donc, il y avait sans doute un biais là qui n'avait même pas été discuté. Il y avait surtout une possibilité d'erreur d'écart type, on voilà, dit c'est ça. en Exactement, matière statistique, extrêmement importante lors des premières observations. Voilà. Je crois que toute la question quand on parle d'érosion, c'est aussi de se fixer un point de départ. Parce qu'on on ne sait pas quel était l'état des populations d'insectes il y a 100 ans, par exemple. Pratiquement, on sait qu'il y en avait beaucoup, on sait que... Mais j'ai tenté d'expliquer pourquoi. Je veux dire, il y avait des comportements, des pratiques agricoles en particulier, ou des pratiques, je dirais, individuelles, qui faisaient que, quelque part, il y avait beaucoup plus de certaines espèces d'insectes. Il y avait des quantités de moustiques aussi. Je tiens à le rappeler quand même, que là aussi, on a, pour des mesures d'hygiène, essayé de modérer en tout cas ces populations d'insectes vecteurs. Et je crois que là, difficile de dire qu'on a mal fait, ou alors il faudrait le dire très clairement. Mais donc voilà, il y a des biais méthodologiques importants dans tous ces suivis, et
tu citais la première étude allemande. Effectivement, on a déplacé les sites d'observation d'un endroit à un autre. On n'a pas fait les observations au même endroit. Par ailleurs, ce que je sais aussi par expérience, c'est que si on est au même endroit, ben, le paysage autour peut changer de telle façon que quelque part, on s'aperçoit qu'il y a des modifications, mais elles sont dues à quoi? Elles sont dues au changement de paysage ou elles sont dues à d'autres facteurs? On est toujours dans des situations très compliquées pour essayer d'expliquer clairement les causes de ces modifications, quoi. Je crois que les écologues sont vraiment confrontés à des grandes difficultés quand on est face à des modifications qui ont des origines multifactorielles. Oui. Je crois qu'il faut le dire et on va retrouver les mêmes choses chez les oiseaux. Alors, je voudrais qu'on passe, si tu veux bien, aux oiseaux. Hein. Là, on a vu les insectes. Pour résumer, il n'y a pas 80% de disparition des insectes. C'est un chiffre qui est pris comme ça, un peu à la volée, qui, encore une fois, qu'une étude, plein d'autres études montrent des choses différentes. Donc, arrêtons avec ce délire. Et on va parler des oiseaux, parce qu'avec les oiseaux, alors là, c'est un autre chiffre qui est cité absolument par tout le monde, qui est, alors de mémoire, c'est, alors pour les insectes, c'était de 80%, pour les oiseaux, c'est 30% des oiseaux ont disparu, des espèces, alors ça dépend, alors des fois on dit 30% des oiseaux, 30% des espèces, j'ai écouté tout, hein, sur France Culture, il n'y a pas longtemps, on a dit que 30% des espèces d'oiseaux de France avaient disparu en 30 ans. Et donc, en fait, tout cela vient d'une étude du Muséum d'histoire naturelle qu'il fait avec la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est ce qu'on appelle le programme Stock. Est-ce que tu peux nous parler du programme Stock? Le programme Stock, c'est un programme de suivi participatif de la présence des oiseaux dans certaines régions qui sont considérées comme des points d'observation. Donc, le but, c'est de suivre l'évolution sur le long terme de l'observation des oiseaux en certains endroits et de voir comment ça peut changer en termes de modification de la diversité biologique. Alors, plusieurs choses d'abord. On distingue, le programme Stock distingue des oiseaux des champs, des oiseaux des villes, des oiseaux généralistes, des oiseaux spécialistes. Ce sont des catégories que je qualifie quand même d'artificielles. Hein. Oui. Quand je vois que le pigeon ramier, je ne sais plus, est classé, voilà, je vais regarder aussi. À mon avis, il est dans les généralistes. Et mis dans les généralistes, alors qu'on les trouve quand même en abondance en train de se nourrir dans les champs. Hein, moi, je veux bien. Quand je vois que la mésange et les rouges-gorges sont forestiers, alors qu'on les trouve en abondance dans les milieux, je dirais, urbains, c'est-à-dire entre les milieux urbains quand même un peu aérés. On voit bien que quelque part, ce sont des catégories un peu artificielles. Et on a beaucoup insisté sur la catégorie des oiseaux des champs, qui, elle, est en forte diminution. Alors, excuse-moi, je te coupe, parce que justement là, c'est les 30% qui sont cités dans les médias sans arrêt viennent de là, en fait. C'est que l'étude du programme Stock a dit 30% de la catégorie oiseaux des champs ont disparu en, je crois que c'est 30 ans à peu près. 30% non pas des espèces, mais des individus, disons. Il y a une diminution de 30% des populations des oiseaux des champs en 30 ans, pour faire simple. Et voici le vrai chiffre issu de cette étude, pas de toutes les études, issu de cette étude. Voilà, excuse-moi, je faisais cet aparté. Oui, alors, effectivement, et quand tu as rappelé à juste raison tout à l'heure que disparition ne veut pas dire extinction. Hein, il y a effectivement des espèces qui ne se retrouvent plus, ou moins, en tout cas de manière moins abondante, dans certaines régions. Juste un aparté, au 19e siècle, on avait des recensements qui ont été faits par des amateurs ou des scientifiques des oiseaux dans différentes régions de France. Il y a des listes complètes qui existent et que l'on peut retrouver facilement sur Gallica. J'ai essayé de faire une comparaison rapide, en tout cas, entre les espèces de cette époque et celles d'aujourd'hui, telles qu'on les trouve là aussi sur le site du muséum. Il y a très peu de différence. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu des changements de statut d'espèce, il y a eu un certain nombre de... Bon, il faudrait rentrer dans le détail de tout ça, mais en réalité, il n'y a pas énormément de
de modifications, en tout cas dans la composition, je dis bien dans la composition en espèces des oiseaux en France. Je crois que et j'ai d'autres témoignages pour d'autres groupes végétaux en particulier. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand on regarde un peu les catégories, enfin, notamment les oiseaux des champs, on s'aperçoit, j'ai essayé de faire le recensement de ces espèces, il y en a 27, je crois, 24 ou 27, on s'aperçoit qu'il y en a 4 ou 5 qui posent problème en réalité. Ça n'est pas l'ensemble des oiseaux des champs, hein, c'est 4 ou 5 espèces qui, pour des raisons diverses, sont vulnérables. L'alouette en particulier, hein, il y a d'autres espèces, mais je veux dire qu'il ne faut pas non plus globaliser l'ensemble des oiseaux des champs. Hein. Je voudrais aussi dire quand même que quelque part, il y a quelque chose qui me choque dans cette approche de stock, c'est qu'il y a tout un ensemble d'oiseaux qui est complètement absent de ce programme de suivi. Ce sont les oiseaux d'eau, qui, eux, se portent bien. Oui, on pourrait montrer une explosion des oiseaux d'eau même. Voilà, il y a une explosion des oiseaux d'eau. Hein. Je veux dire que les cormorans sont en pleine explosion. Hein. On pourrait citer la cigogne, qui est un oiseau d'eau qui se nourrit de grenouilles. Hein. La cigogne, on pourrait citer plein d'ardéidés. Les hérons cendrés, les grètes garzettes, grandes aigrettes, etc. Voilà. Et donc, il y a là aussi un biais systématique, c'est-à-dire qu'on n'a pas montré les espèces qui se portent bien. Hein. Je pense effectivement qu'on verrait, alors là je peux te le dire, dans ma vie j'ai vu effectivement cette augmentation et même mes parents, enfin les gens de ta génération encore plus, c'est-à-dire que véritablement voir une aigrette par exemple, même sur le littoral atlantique, certains ornithologues m'ont rapporté que dans les années 60-70 c'était vraiment très très rare. Aujourd'hui c'est vraiment d'un commun, c'est incroyable. Oui, les spatules aussi. Hein, les spatules, ça c'est plus récent, l'augmentation des spatules. Ouais. Donc si on prend aussi, je me souviens d'avoir eu des discussions à une époque avec Thiollet, que tu as peut-être connu. Oui, tout à fait, qui est décédé qui s'occupait des rapaces. Hein. Oui. Bon, quand même, les populations de rapaces ont repris quand même de la vigueur largement. Hein, très largement. Il n'y a pas que les vautours. Hein, y a beaucoup de oui, on pourrait citer un nombre d'espèces incroyables qui se portent mieux. Hein. Le grand-duc, le hibou grand-duc, hein, les buses variables, les faucons, etc. Donc je veux dire, on se focalise une fois de plus sur des choses qui sont évidentes. Je ne nie pas que l'alouette est en régression, hein, mais voilà. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre sur les perdrix et qui a montré que depuis la fin du 19e siècle, les populations de perdrix sont en régression. Et donc, la population de perdrix, la régression qu'on en observe à l'heure actuelle, elle ne date pas des pesticides. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était bien avant ça. Et alors, une des raisons, c'est peut-être la chasse, c'est peut-être les modifications d'habitat. Mais je pense qu'une des grandes raisons de la raréfaction de certaines espèces, ce sont les pratiques agricoles. Quand on fauche les prés avec des engins mécaniques à l'heure actuelle, on voit bien qu'il y a quand même quelques problèmes en matière de maintenance des juvéniles de certains oiseaux. On peut dire aussi, et ça, c'est des agriculteurs qui me l'ont dit sur le terrain, qui m'ont parlé du rôle joué par les sangliers. Tous les oiseaux qui nichent au sol voient, dans certaines régions, leurs œufs détruits par les sangliers. Hein. Les blaireaux aussi, etc. Ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que, et là, ça va faire une transition par rapport au sujet d'après, qui sont les militants, c'est qu'il y a effectivement des causes. Alors, les pesticides, on entend beaucoup parler. L'agriculture, je crois qu'il y a une vérité, c'est-à-dire qu'il y a quand même un changement de pratiques agricoles très important, qui a eu forcément un impact. Mais il y a des causes qui ne sont jamais mentionnées, et notamment celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'espèces qui se portent beaucoup mieux, qui ont été protégées, et donc tout ça peut avoir un impact sur les petits oiseaux, etc. Bien sûr. Alors, on pense aux corvidés, évidemment, à la pie, par exemple, tu parles de la pie, qui peut être extrêmement abondante en ville, notamment. Hein, et donc, il y a une espèce de comment dire, les militants se mettent un peu des œillères sur ces questions-là. Je ne sais pas s'il y a une raison de s'inquiéter ou de penser que ça peut avoir un impact, mais au moins, il faut le discuter. Et on a l'impression qu'ils ne veulent même pas en discuter, quoi.
Oui, on ne veut pas en discuter. Moi, je suis assez persuadé, pour avoir quand même vu un certain nombre de choses, que les corvidés, les pies, etc., jouent Oui, un rôle qui n'est pas négligeable du tout dans la destruction des nids de petits oiseaux. Hein. oui, Il n'y a pas que, il y a pas que ça, les écureuils aussi, hein, je veux dire, tout à jouent fait. un rôle. Donc il faudrait pouvoir prendre en compte tous ces multifacteurs dont je parlais tout à l'heure, quoi. Oui. Et il faudrait effectivement pouvoir en discuter sérieusement. Or, il y a carrément l'omerta sur ces questions. Oui, même Hein. sur l'augmentation des rapaces, qui peut forcément avoir un impact sur la petite faune dont ils se nourrissent, quoi. Alors, je tiens à rappeler quand même que l'augmentation des cormorans est à l'origine de la fermeture d'un certain nombre de piscicultures, hein, parce que Oui, oui, ça, oui, non, mais ça, on est d'accord. Et là, il y a une espèce donc, d'omerta, oui, on ne veut pas en parler parce que ça ne va pas dans le bon sens, d'une certaine manière. Mais là, donc, on sort des aspects scientifiques pour aller dans les aspects militants. Et c'est ça aussi que je voudrais, parce que tu reviens beaucoup sur ces questions-là, un peu dans chaque chapitre, tu parles des militants et des militants qui vont au-delà des associations, on pourrait les trouver classiquement, mais qui vont aussi jusqu'aux hommes de science. Et moi, je peux te citer des livres que j'ai lus sur la biodiversité qui m'ont affligé. Le tien est magnifique. Mais alors, j'ai lu des choses, mais si j'étais Jean Edernalier, tu sais, je les jetterais derrière moi, comme il le faisait avec les mauvais livres, et notamment les présidents de muséums d'histoire naturelle qui se succèdent en ce moment. Je suis affligé par comment dire, la, la pauvreté intellectuelle de la réflexion sur cette question de la biodiversité, qui me semble beaucoup plus rationnelle dans ton livre de ce que j'ai pu lire donc, du livre du président du Muséum d'histoire naturelle, qui est un vrai militant, mais qui sort de la science. D'ailleurs, sur les insectes et sur les oiseaux, il sort ces chiffres un peu là, mais il ne regarde pas les autres études. Sur ses propres études même du muséum, il cite qu'une seule étude qui concerne les films de Disney. Alors ça, c'est fascinant, comme s'il n'y avait pas d'autres études à, à étudier. Mais qu'est-ce que tu penses de cette arrivée finalement du militantisme dans la science? Est-ce que tu l'as vu arriver? Comment tu analyses ça? ben, d'abord, je suis assez consterné de voir qu'effectivement un certain nombre de collègues écologues sont devenus des militants. Et je pense que là, il y a une question de conflit d'intérêts très clair, hein, parce que on ne peut pas à la fois avoir une approche objective des questions et en même temps militer pour la défense de la biodiversité à tout crin, en ignorant, comme c'est souvent le cas, c'est-à-dire, j'appelle ça le tri sélectif. Hein, le tri sélectif, ça veut dire qu'on ne prend que les aspects Voilà. négatifs et on Mmh. refuse de discuter des aspects dits positifs. Je crois que ça, c'est une des grands problèmes à l'heure actuelle de la science. Hein, c'est qu'on a une vision qui est monocentrée, hein, orientée, très orientée, et on refuse de débattre, en tout cas, des facteurs qui pourraient être à l'origine d'un certain nombre d'observations. Et tu l'as bien souligné tout à l'heure. Hein. Donc ça, pour moi, c'est l'écologie est en pleine dérive. Hein. L'écologie est en pleine dérive au sens où on voit apparaître dans des travaux de soi-disant structures scientifiques comme l'IPBES la référence à la mère nature, Mmh. à l'harmonie avec la nature. Hein. C'est des mots qui reviennent de manière Alors, récurrente dans des travaux scientifiques qui, pour oui, moi, sont des mots totalement oui, mystiques. d'ailleurs, je te coupe parce qu'il y a un passage très intéressant et très significatif dans ton livre, en page 86, où on parle du taux d'extinction. Et alors là, tu fais parler, enfin ça c'est une assertion sur le site de Saga Science que tu cites, et il y a marqué donc le taux d'extinction globale des espèces que compte la Terre est aujourd'hui l'indicateur de biodiversité le plus emblématique et le plus controversé. Cet indicateur est très imparfait pour suivre ou gérer la biodiversité, mais il s'agit d'un bon indicateur pour communiquer sur les risques qui touchent la biodiversité aujourd'hui. Il répondait à un besoin spécifique, tirer la sonnette d'alarme à propos de l'évolution de la biodiversité. Et c'est extrêmement grave de lire ça sur un site Internet, et on le retrouve aussi sans arrêt, c'est-à-dire que ça n'a plus de sens scientifiquement, mais ça a du sens en termes de communication pour alerter les gens. Mais là, on n'est plus effectivement dans la science. Ben, on fait la communication des ONG environnementales. Hein. Je crois que Voilà. c'est ça le fond du problème, c'est que
les ONG environnementales ont leur manière de penser, qui considèrent que l'homme est le destructeur de la planète, hein, d'une certaine manière. C'est le leitmotiv, finalement, l'homme détruit la nature des ONG environnementales. C'est ce qui fait aussi leur raison d'être. Hein, parce qu'on récupère de l'argent, on a des dons, on a des projets, des financements de projets, sous le prétexte que l'homme détruit la nature. Hein. Et un certain nombre de scientifiques se sont accoquinés, je dis pas d'autres termes, avec ces ONG environnementales. Je prenais tout à l'heure l'exemple de l'IPBES, qui a un accord de coopération avec le UICN, qui est une ONG environnementale, et avec le WWF sans aucun doute derrière. Moi, toutes mes participations à des instances internationales sous l'égide de l'ONU, j'ai vu les grandes ONG environnementales toujours omniprésentes dans les discussions et qui menaient les discussions. Et les scientifiques, finalement, obtempéraient d'une certaine manière, parce que derrière ça, il y a des dividendes, j'allais dire. Hein. Il y a des dividendes en matière de projets de recherche, il y a des dividendes en matière de communication médiatique, etc., etc. Donc, on voit qu'à l'heure actuelle, une partie de la science écologique, je ne dis pas toute, mais une partie, est inféodée aux idéologies environnementales. Et pour moi, c'est grave. Et c'est là-dessus que je me bats depuis un certain nombre d'années. J'ai une autre estime de l'écologie que celle d'être des porteurs d'eau des ONG environnementales. Et tu fais rail souvent avec même des responsables comme du Muséum d'histoire naturelle. On pourra en reparler peut-être une autre fois. Pour finir, là, rapidement, on en a parlé, mais sur la biodiversité, ce qui n'est jamais dit, c'est les incroyables bonnes nouvelles qu'il y a. Et on a parlé tout à l'heure des oiseaux d'eau, mais comment ne pas voir que le loup revient en France et comment ne pas voir que ça peut être le signe d'un milieu naturel qui se porte bien. C'est fascinant quand même. La loutre qui avait quasiment disparu on revient sur le territoire de façon tout à fait spectaculaire. Tu cites aussi évidemment un exemple célèbre qui est le castor qui n'était plus présent partout. Et je pense qu'il sera une espèce extrêmement abondante en France dans les années qui viennent. On le voit déjà un peu partout. Et moi, j'ai vu des castors à l'est de l'Europe et c'est d'une abondance incroyable. Donc, c'est fou ce qui est en train de se passer et on n'en parle jamais. Et Christian, comment ça se fait qu'on ne voit pas toutes ces bonnes nouvelles qui pourtant devraient nous sauter aux yeux, quoi? Bah, écoute, moi je pense qu'il n'y a qu'une seule explication possible, c'est qu'on essaie de tirer le plus de profit possible de la vision apocalyptique que l'on nous propose. Hein. Je veux dire que quelque part on est engagé dans un lavage de cerveau, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on pense que derrière l'action de l'homme, et je te disais tout à l'heure en introduction, l'homme est une espèce nuisible qu'il faudrait éliminer de la surface de la Terre. Hein. C'est pour ça qu'on fait des zones protégées de l'homme, hein, d'une certaine manière. Donc, on est face à des courants idéologiques qui sont en partie mystiques, hein, qui essaient de faire en sorte que derrière, il faut absolument faire de l'homo-bashing. Alors, ça n'est pas que mystique. Il y a aussi les grandes ONG sont des grandes entreprises multinationales. Hein, il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme. Hein. Il y a peu de ces gens sont sur le terrain. Hein. Ils sont surtout dans des réunions internationales, dans des bureaux. Hein, en tout cas, les responsables. Je peux te parler par exemple de la LPO. J'ai été pendant 30 ans, j'étais 15 ans au conseil d'administration. Une grande ONG avec 600 salariés, ce qui est énorme. Donc, il y a une structure à faire vivre. Ça, c'est vrai que ça joue. Alors, il faut reconnaître que sur certaines ONG, notamment la LPO, là, je tire mon chapeau quand même, parce que c'est une incroyable force de bénévoles sur le terrain. Et effectivement, mais c'est rare dans les ONG. Ça n'existe pas chez Greenpeace, WWF, tout ça. La LPO qui est née en fait avec les sociétés savantes ornithologiques qui sont du XXe siècle, en fait, est un peu différente, même si elle est évidemment aussi critiquable que les autres sur l'aspect alarmiste, etc. Moi, je pense effectivement, pour rebondir sur ce qu'il a dit, qu'il y a effectivement cette nécessité. À un moment donné, je dis toujours la même chose, les besoins de la cause sont dépassés par les besoins de la structure. La structure devient tellement énorme qu'il faut être catastrophiste, parce que puisque les choses vont bien, vont mieux sur certaines questions qu'avant, il faut reconnaître,
eh bien, ce n'est pas ça qui va ramener du pognon, pour faire simple. Donc, le catastrophisme nourrit en euros, je dirais. Ces ONG aussi sont porteuses d'une vision assez idéologique de la nature, hein. Il existerait une belle nature si l'homme ne la détruisait pas. C'est quoi cette belle nature? Ça n'a jamais existé, on est bien d'accord, ça n'a jamais existé. Hein. Et penser que l'homme détruit la nature, c'est en partie vrai, je ne suis pas en train de le nier, mais quand on regarde un peu la nature dans laquelle nous vivons en France, c'est une nature qui a été complètement aménagée pour qu'on puisse y vivre confortablement. Hein, c'est une nature qui est faite de bocage. Le bocage, c'est quoi? C'est une forêt dégradée, le bocage, hein, d'une certaine manière. Hein. Mais le bocage, c'est un merveilleux biotope pour beaucoup d'espèces. Hein. Quand on regarde la Camargue, c'est quoi? C'est un milieu agricole. On a fait de la riziculture en Camargue. On voulait faire de la riziculture. On a fait des salins aussi en Camargue. Et la gestion de l'eau en Camargue, c'est une gestion qui est totalement gérée par l'homme, d'une certaine manière. On a fait de l'élevage de flamants roses en Camargue. Oui, c'est ça. Et puis d'ailleurs, dans toutes les réserves naturelles, il y a toujours de la gestion. Je peux te dire que dans des réserves de la LPO, on fait de la gestion de l'eau, tu vois. C'est l'homme qui crée des bonnes conditions pour avoir les espèces qu'il a envie de voir, en fait. Ouais, voilà. Et puis, on peut citer la Brenne, évidemment le lac du Der dont tu parles, qui sont tous des milieux anthropisés et qui sont des incroyables réservoirs de biodiversité, en fait. Alors, c'est une autre face occultée, finalement, de cette question de la biodiversité, c'est qu'on refuse de considérer que ces milieux anthropisés sont des milieux extrêmement riches en flore et en faune. Hein. Je crois que le lac du Der, c'est symptomatique. Alors, on a supprimé un bocage, on a fait une grande zone humide. C'est devenu un spot ornithologique que tu connais bien. Hein. Mais, voilà. Et on en a fait un site Ramsar. Oui, ce qui est un site classé, disons, au niveau international. Hein. Donc, il faut arrêter aussi de dire que l'homme détruit la nature. Je veux dire, les exemples positifs que l'on a de ce type, je crois qu'il faut aussi les mettre en exergue. Hein. Et je dirais d'ailleurs, plus que ça, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision dynamique des choses et pas statique. C'est que, par exemple, aujourd'hui, on a besoin de, je sais pas, de faire des carrières pour faire des routes, pour faire des bâtiments. Ces carrières, ça va être la catastrophe pendant le temps où elles vont être exploitées. C'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir de vie, pour faire simple, puisqu'on va exploiter le sous-sol. Mais une fois que ces espaces vont être rendus à la nature, ça peut devenir, et ça devient souvent des espaces incroyables au niveau biodiversité. Et les ornithologues, après, dans les anciennes carrières, ça va devenir des paradis pour eux. Mais ça, il faut le dire aussi, il faut avoir une vision dynamique. Ce n'est pas parce qu'un endroit, on va mettre une carrière. Malheureusement, on a besoin de certains éléments pour faciliter nos vies, c'est comme ça. Mais ce n'est pas une fin définitive. Tout ça va reprendre vie très rapidement ensuite. Alors, il y a quelques années, je posais la question à un collègue sur la question des carrières. On parle beaucoup de disparition des zones humides aussi. Hein. On ne parle pas que de disparition. Oui. Et je lui demandais si les carrières en eau, qui représentent maintenant de nouvelles zones humides, hein, d'une certaine manière, étaient prises en considération. Ah ben non. Hein. Oui. Ah ben non. On oui, les c'est ignore. toujours ce qui... Oui. Donc, quand on fait là aussi, il faut faire des bilans. Quoi, hein. On perd et on gagne. Et pour moi, toute la question de la gestion de la nature et de la biodiversité, c'est une question de gain et de perte. On apprécie plus ou moins bien les pertes en fonction de nos critères éthiques, esthétiques, etc. Mais il faut aussi apporter la preuve que l'on gagne un certain nombre de choses. D'accord, tout à fait. Bon, bah, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter, Christian. Je conseille vraiment à tous ceux qui se posent des questions sur la biodiversité de lire ton livre parce qu'il est extraordinaire, parce qu'il parle de tous les sujets et en le lisant, on devient plus intelligent, disons, et on relativise tous les discours qu'on entend dans les médias en permanence. Donc vraiment, c'est un livre pour moi de référence qui doit être lu par toutes les personnes qui se posent des questions et qui s'inquiètent, par exemple, de la disparition des espèces. Lisez ce livre et vous verrez que vous serez peut-être un peu plus optimiste. Donc, merci Christian, à toi d'avoir répondu aux questions d'Action Écologie. Et puis, on va faire d'autres choses ensemble dans le futur, puisqu'il y a encore plein de choses à dire, mais on n'a pas pu tout traiter. Pour terminer, je dirais la lutte continue. Voilà, exactement. Merci à toi et à bientôt. À bientôt.